Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Choc FM pour Franco Raptors, votre émission 100% Raptors, 100% en français. On parle franchement des Raptors ici avec Patrick C'est bien Bizindavi. dit là, Franco, franchement. Attends, il y a du marketing derrière. C'est ça. Salut à toi Patrick. Oui, salut Mike, ça va très bien. Quatrième épisode. Quatrième épisode Ah déjà, oui. ça fait un mois Oui. qu'on couvre l'actualité et tout ce qui tourne autour des Raptors. Et aujourd'hui, un petit épisode spécial qu'on appelle Le Nord c'est nous. Ouais. Oui, Petite, de Nord en français. Exactement, Le Nord c'est nous. Et on a aujourd'hui avec nous un invité. On a Julien. Salut à toi Julien. Salut à tous, salut Patrick, salut Mike. Salut, Alors, bienvenue. Bienvenue. Julien, c'est un fan des Raptors qui est... je l'ai chopé à la Scotiabank Arena lors du premier match de la saison. Il est en visite à Toronto et il nous fait le plaisir d'être là. On va un petit peu parler de son expérience de fan des Raptors. Mais avant cela, on va présenter un peu le sommaire du jour. Comme je l'ai dit, on va discuter avec Julien. On va bien sûr parler de l'actualité des Raptors, même si on est dans un épisode qui est mal placé, puisque malheureusement on enregistre le vendredi. Et quand vous allez écouter cette émission, le match contre Philadelphie aura déjà eu lieu et vous aurez déjà la tête tournée au back-to-back contre Minnesota. Donc on va pas trop parler de tout ça. On va vous inviter à aller écouter les reportages de Patrick sur Choc FM qui vont revenir sur ces deux matchs. Et si vous êtes plus intéressé par la lecture, je fais un retour également sur l'Express, plus en mode analyse. J'ai abandonné un petit peu le retour sur ce qui s'est passé parce que vous avez tous accès aux images. Oui. Et puis vous avez accès à l'audio de Patrick Bizindavi. Donc je fais plus une analyse avec des chiffres, des choses comme ça. Donc on va quand même revenir rapidement sur le match contre Cleveland quand même. On aura un petit son de Chris Boucher. Ensuite, on va passer à une petite partie sur Ulrich Chomché, mais rapidos, puisqu'il a joué, il a pas marqué son premier panier. Oui, il a marqué son premier panier. On reviendra là-dessus. Et puis une grosse partie Impact Basket aujourd'hui, où Patrick nous parlera de Giants of Africa. Je vous en dis pas plus tout de suite. On verra ça après. On va partir sur l'actu des Raptors. L'actu des Raptors, c'est parti. Et l'actu des Raptors, c'est l'actu de notre fan des Raptors qu'on a aujourd'hui. Julien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es devenu fan des Raptors, toi qui vis en France? Comment t'es venu cette passion? Moi initialement je suis arrivé dans le basket via les jeux vidéo, donc c'était en 2014. Pas trop d'équipe au début, tu suis un petit peu de tout de loin. Mais j'ai eu la chance de faire un échange scolaire en 2015, venir à Peterborough, donc dans la grande banlieue, grand large de Toronto, et de venir voir deux matchs ici à l'époque. Je suis directement tombé amoureux du public, de l'équipe. Il y avait DeRozan, Lowry qui était quand même à un gros niveau à ce moment-là, 2 victoires d'ailleurs sur les 2 matchs de pré-saison que j'avais vus. Et depuis, je suis vraiment attentivement donc le duo qui a évolué, le titre en 2019, la reconstruction. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je regarde ça et vraiment très fan de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités? Parce que nous, on est au Canada ici maintenant, mais moi j'ai connu ça. Mais Patrick, toi aussi, au tout début, dans les dinosaures de la Ligue, dans les années 80, tu suivais depuis le Burundi. Oui, je suivais depuis le Burundi, mais je ne savais pas qu'un jour ça allait m'amener à faire des reportages à Scotiabank Arena. Donc c'est vrai que toi qui es en France, avec le décalage horaire, nous si c'était les matchs de l'Est, on regardait ça à 1h du matin. Si c'était les matchs de l'Ouest, on regardait à 3h du matin. Mais il faut être vraiment fan pour suivre ça parce qu'on avait oublié le sommeil, on l'avait vendu là pour notre donc passion du basket. Donc c'est vraiment... Tu viens de marquer l'histoire, tu es le premier fan au studio avec nous. Donc Mike, t'as bien chopé. Quelle sensation tu as de regarder les matchs à l'Arena, comparément à lorsque tu es en France où tu dois regarder à la télé ou bien sur ton téléphone? Déjà, je gagne du temps de sommeil. Ça, c'est quand même agréable. Ça, c'est sûr. Non, c'est à l'Arena déjà de base, juste aller voir un match en vrai, ça reste un plaisir immense. On n'a pas de salle comme ça en France, même. C'est en train d'émerger avec Villeurbanne, avec Paris qui ont des vraies salles, mais on n'a pas des ambiances comme ça. Non, c'est une organisation de regarder les matchs, même si ça reste quand même plus facile que dans les années 90 où maintenant c'est quand même beaucoup plus diffusé. Il y a la Ligue Pass qui est quand même très accessible. Il y a les matchs à horaire européenne le samedi et le dimanche. Ça reste facile. Mais bon, ça reste une organisation, il faut se débrouiller pour se lever, faut se lever tard. Ouais. Quel est ton plan de jeu, toi? On sait qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on va pas se coucher
et on essaye de dormir un petit peu après le match. Est-ce que tu dors avant? Je sais qu'on en a discuté avant, toi tu regardes plus trop les matchs pendant la nuit, mais quelle est un peu ton organisation du coup? Est-ce que tu regardes des replays? Comment ça se passe? Ouais, c'est compliqué avec le travail pour les matchs en direct, mais quand j'en regarde, généralement quand c'est sur la côte est, je me couche pas, je me couche après parce que ça finit vers 3h30, on se couche après. Quand c'est sur la côte ouest, ouais, vaut mieux mettre plutôt le réveil. Quand c'est à 4h, au final, c'est pas si compliqué. Tu te couches vers 20h, ça fait 8 heures de sommeil. T'as ta journée qui commence un peu plus tôt, donc là-dessus, c'est jouable. Ça m'arrive de le faire quand même quand les matchs comptent vraiment. C'était comme ça que je m'étais débrouillé un peu pour regarder les finales en 2019. Donc voilà, plutôt du parti quand c'est tôt, ne pas se coucher, parce que le réveil à 1h, il détruit complètement la nuit. Moi, je peux te dire, Patrick, que je suis bien content de ne plus avoir à vivre ça parce que moi, je me rappelle sur mes dernières années, je travaillais de nuit dans un hôtel, donc je regardais les matchs, mais après, j'enchaînais parce que je travaillais avec un élève au lycée, j'étais son aide et c'était terrible. Des fois, je m'endormais en classe. Heureusement, c'est pas moi qui devais travailler, mais c'était compliqué. On va passer au match rapidement au match face à Cleveland. Patrick, qu'est-ce que tu retiens de cette longue défaite? Moi, d'abord, j'étais content de retrouver Scotiabank Arena, de retrouver la NBA, d'avoir cette sensation, cette énergie. Et puis, au tout premier quart-temps, on était très excités de voir comment les Raptors défendaient, comment ils jouaient bien. Et là, deuxième quart-temps, vers la fin du deuxième quart-temps, là, j'ai même pensé à faire autre chose parce que c'est vrai, quand on est au match, on regarde le match, on écrit notre article, on prépare notre reportage, mais vers la fin du deuxième quart-temps, vers la mi-temps, j'avais même perdu l'intérêt parce que, tu sais, dans nos pronostics, l'épisode d'avant, on disait que le match de Cleveland, c'était un match à prendre. C'était prenable? Bah, oui, non. Pendant la mi-temps, on s'est dit non, finalement, nos pronostics n'étaient pas... Toi, tu avais la sensation à la mi-temps que c'était foutu? Non, non. Fin du troisième quart. Fin du troisième quart, c'est là où j'ai vu que c'était impossible. À la mi-temps, parce qu'en NBA, une différence de 15-20 points, c'est rien du tout. Bien sûr. Ça peut monter en 3-4 minutes, ils peuvent remonter ça. Mais avec la blessure de Quickley, là, c'était compliqué. C'était compliqué. Justement, on l'a vu, l'écart, parce que j'ai re-regardé le match, parce qu'on n'a pas forcément la même perspective quand on le regarde en direct, et on n'a pas forcément les mêmes sensations après quand tu le regardes en différé. Et en fait, c'est vrai que tu l'as dit, les Raptors, moi j'avais la sensation qu'ils avaient fait un mauvais deuxième quart-temps, mais au final, ils sont dedans dans le match encore jusqu'à 4 minutes de la fin. Il y a 7 points d'écart, et là, il y a cette blessure de Quickley. Il y a plein d'erreurs en attaque, il y a une remise en jeu, de perte de balle, en jeu où ils perdent le ballon, et en fait, ils se prennent un 7-0. Il y a 7 points d'écart, ils se prennent un 7-0 en 1 minute, et ça passe à 14 points. Et après, on termine à 20 points parce qu'ils n'arrivaient plus rien à faire sur la fin du deuxième quart-temps. Julien, toi, comment tu as vécu un peu ce match? Premier quart-temps hyper heureux. Enfin, déjà, il y a le côté vraiment premier match NBA en direct, c'est incroyable. Et puis après, ça joue bien. En attaque, ça déroule. Gradedick qui vraiment, sur ce match, a quand même montré de très belles choses. Il y a le scoop layup qui est passé un petit peu. On a vu la vidéo sur les réseaux, c'était incroyable. Après, ouais, c'est ça. Vraiment, deuxième quart-temps. Les Cavs ont aussi un petit peu augmenté l'intensité. Bien sûr. Effectivement, ça c'est quand même, pour le coup, faut le dire, quand même rendre hommage à cette équipe-là. Et puis derrière, la blessure de Quickley qui nous dérègle complètement. On voit qu'il n'y a pas vraiment un vrai patron au niveau de l'attaque. Ça déroule beaucoup moins en termes de passes et tout. Et ouais, on a chuté et ils s'en sont jamais remis. Ouais. C'est ça. Et puis la déception, on va finir là-dessus. Scottie Barnes qui est passé à côté de son duel avec Evan Mobley. Ouais. Complètement. Ouais, moi j'ai eu l'impression qu'il voulait forcer beaucoup. Exact. Il voulait forcer, il voulait être le franchise player, mais il a raté. Vraiment, c'est rare de voir Scottie Barnes faire un impact aussi moindre sur le match, ni par les points, passes décisives, rebonds. Normalement, il est bon dans toutes les catégories du match, mais là, il est complètement passé à côté. Mais je pense qu'il est conscient de ça. C'est vrai qu'on enregistre l'émission avant le match de Philadelphie. Moi, je peux parier qu'il ne va pas avoir deux matchs comme ça de suite. Ouais, ça se trouve, à l'heure où vous écoutez cette émission, ça n'a plus aucune valeur puisque Scottie aura réalisé un énorme match contre Philadelphie avec un triple-double. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Qu'est-ce qu'on attend malgré tout de ces matchs? On va en parler rapidement parce qu'ils auront déjà eu lieu, mais peut-être qu'est-ce qu'on attend de ces doubles matchs contre Philadelphie et contre les Wolves? Si on peut parler un petit peu de l'actualité, malgré tout, parce qu'on est dans l'actu des Raptors, on n'en a pas forcément beaucoup parlé. RJ Barrett toujours blessé,
doubtful avant ce match. Kelly Olynyk. Kelly Olynyk toujours absent. Quickly toujours lui aussi doubtful. À mon avis, il ne va pas jouer pour ce match-là. Ouais. Et l'info du jour aussi, c'est Blake Murphy qui nous l'a donné. Il y a une réévaluation du contrat de Bruno Fernando ouais. qui n'a pas été garanti. Ouais. Apparemment, c'était l'une des conditions pour qu'il reste dans l'effectif. Son contrat pourrait être garanti en janvier, mais jusque-là, il n'a pas la saison qui est garantie, donc il va devoir se battre et nous montrer mieux que ce qu'il a montré jusqu'à présent. Oui, je pense que moi, j'avais beaucoup d'espoir par rapport à Fernando. Son dernier match de pré-saison, il avait bien joué. Et aussi, à NBA, des fois, il y a l'aspect de la chance parce que il est là pendant que Olynyk est blessé. Donc, c'est le 5, le pivot de service. Au retour d'Olynyk, là, je ne pense pas qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu. Mais le premier match n'a pas vraiment été bon. Et surtout à la sortie de Yak, c'était fini. Il n'a pas pu vraiment tenir. Mais c'est la NBA, il faut prendre sa chance. Donc, il est sous location, si je peux dire, jusqu'au mois de janvier. Et puis, c'est à lui de prendre sa chance et puis de démontrer qu'il a sa place et que de démontrer à Bobby et Masai qu'il peut rester avec l'équipe. Donc, c'est dans ses mains, quoi. Ouais, parce que si on doit revenir encore rapidement sur ce match-là, il y a deux facteurs principaux qui ont fait basculer le match. C'est le passage en zone des Cavaliers et le passage en poste 5 de Evan Mobley, qui a coïncidé avec l'entrée en jeu de Bruno Fernando. Oui. Et jusque-là, Mobley il terminait des actions et à partir de l'entrée de Fernando, il a commencé à driver sur lui, ça l'a vraiment mis en confiance. Il a quand même mis ce turnaround sur Scottie à un moment qui était assez fort, mais ouais, on a vraiment vu que ça a fait mal cette entrée de Fernando qui n'a pas en plus fait les bons choix. Il y a cette remise en jeu où il ne met pas les pieds derrière la ligne et on rend la balle à l'adversaire. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin sur l'actu et tout. Juste une dernière question à Julien. De manière générale, d'une position de fan, toi, quelles sont un peu tes attentes sur cette saison? Les attentes, collectivement, elles sont quand même assez faibles dans le sens où on n'a pas l'impression, on ne sait pas trop où l'équipe va, on parle de reconstruction, il y en a d'autres qui parlent de jouer le play-in. Donc, collectivement, pas de grosses attentes, on prendra ce qui arrivera. Plutôt individuellement, on attend vraiment une progression, notamment de Scottie dont on a parlé, on veut vraiment qu'il devienne le patron de cette équipe, qu'il soit là dans tous les compartiments du jeu. Progression de Quickly, dont j'ai vu quand même certaines personnes qui le mettaient en potentiel candidat de Most Improved Player, le joueur la meilleure progression, pourquoi pas. Et puis voilà, que vraiment, qu'on comprenne où va cette équipe. Qu'on comprenne que chacun ait son poste, Quickly, Barnes, Barrett, essayer de voir ce qu'on fait avec tout ça, et puis voir après et viser probablement la draft quand même l'été prochain. Ouais, toi, tu es à l'aise avec ce principe de reconstruction / développement. Ce qu'on veut voir, c'est du progrès, c'est ça? Ouais, du progrès. Et une ligne directrice, vraiment c'est ce qu'on reprochait l'année dernière de ne pas savoir où est-ce qu'on allait, d'être un petit peu entre les deux, notamment quand il y avait encore Siakam Anunoby. Maintenant qu'on s'est débarrassé de ça, on s'est déjà un peu plus clair, maintenant on veut vraiment une hiérarchie, et puis après rajouter probablement un jeune là-dedans encore, et puis ça devrait être là. En parlant de hiérarchie, c'est intéressant Patrick, qu'est-ce que tu penses de Jamal Shead qui pourrait... pourquoi pas gratter du temps de jeu sur Davion Mitchell, en tout cas après ce premier match. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et comment tu vois l'avenir? Non, depuis que je l'ai vu en pré-saison, je suis son fan numéro 1 parce que j'aime bien des gens qui ne misent pas nécessairement seulement sur le talent, mais qui travaillent fort. Donc chaque fois qu'il entre sur le terrain, on sait... là je trouve en moi en français, expectation, on a des attentes, on s'attend à ce qu'il joue fort. Et c'est toujours le cas. Quand il est là, tu vois qu'il défend et puis il n'était pas contre un joueur moindre. Donovan Mitchell, c'est quand même un joueur All-Star. Je pense qu'il est en train de se faire une place. Bien sûr, avec Quickly, donc là, il y aura 3 meneurs, mais il y aura peut-être des combinaisons. Mais je pense que on ne va pas avoir de match sans lui. Il est en train de gagner ses minutes et je pense... Avec le temps, il va être aussi le chouchou du public parce que le public torontois, c'est un public qui apprécie les gens qui jouent très fort. Et lui, quand il entre, il met de l'énergie, il va défendre. Et puis, lorsque ça défend bien, l'attaque va mieux. Donc, je pense qu'il a vraiment une place dans cette équipe. Il a une place à NBA. Et puis, il a une chance aussi d'être dans une équipe en développement. Donc, lui, en tant que rookie, je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour pouvoir donc développer son jeu parce qu'il va gagner ses minutes par ses efforts. Ouais. Intéressant. On part un petit peu dans tous les sens. Je m'en excuse parce que j'ai oublié de parler quand même de la performance de Chris Boucher. Ah oui. À souligner. Il ne jouait pas la saison dernière. Il a été première rotation
de Darko Rajakovic à la place de Scottie Barnes qui revient ensuite avec la second unit et il a été productif, 18 oui. points, meilleur Raptors. Oui, je pense qu'offensivement, ça a été le meilleur joueur des Raptors. Et puis, lui, il connaît son rôle. Son rôle, c'est vraiment amener de l'énergie à partir du banc. Et puis, toi et moi, on regardait le match. Et puis, si ça continue, il peut peut-être avoir une place dans meilleur 6e homme si l'équipe parvient à bien entrer dans la compétition. Alors, je pense que c'est le seul qui a eu un aspect très positif par rapport au jeu, mais comme on va le signaler dans son entrevue, lui, il aimerait beaucoup plus la victoire du match que ses performances personnelles. Et de la bouche de Chris Boucher, je ne suis pas surpris, parce que c'est son caractère, il met l'équipe en premier, mais quand même, j'étais content d'abord qu'il joue, parce que l'année passée, il avait moins de temps de jeu, et puis voir sa performance, je pense que lui aussi, il a sa place dans cette équipe. On va aller écouter Chris Boucher, juste après le match, interrogé par Patrick Bézine-Davy, Mike Laviole et Myriam. On était 3 francophones. 3 triples questions. Allez, c'est parti, Chris Boucher. Vous avez bien débuté le match, mais c'est au deuxième quart-temps que Cleveland a pris le devant. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché au deuxième quart-temps? Je pense qu'on a commencé un peu trop lent. Second quart, quand tu y penses, c'est 2-3 offensive rebounds, un peu de turnover et après c'est 7-8 points déjà qu'on a perdu. Alors je pense que c'est ça qu'on va voir dans le film. Et trouver une façon de commencer faire ce que les starters ont fait et de continuer. C'est ça le but d'un bench et on doit trouver une façon de faire ça. Malgré la défaite, Chris, bonjour, Myriam. Malgré la défaite, tu as quand même marqué 18 points. Le joueur des Raptors qui a fait le plus d'impact dans le jeu. Comment tu te sens? Est-ce que c'est des émotions mélangées pour toi ce soir? C'est un début, c'est sûr qu'il y a beaucoup de films que je peux aller voir et dire ok bon je peux faire ça puis que ça peut continuer pour le reste des games, mais c'est sûr que c'est dur de célébrer une victoire comme ça quand tu as perdu par plus que 20. Alors je pense qu'en ce moment quand on va avoir notre première victoire, peut-être que je vais aller regarder qu'est-ce qui est arrivé dans cette game là, mais en ce moment je pense que c'est juste focusser sur les choses qu'on a bien fait puis d'être meilleur la prochaine game. Et comment tu vois ton rôle cette saison avec les Raptors? C'est sûr, je pense que j'ai un plus grand rôle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire maintenant qui aident. Et je complimente beaucoup les gars comme Scottie et tout. Je les donne l'espace et tout. Alors je pense que ça va vraiment m'aider. Quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Et Chris, en tant que vet, quel est un peu le message après ce match-là? C'est que le premier match de la saison. Quel est un peu ton message pour les jeunes? C'est un long journée. Je pense qu'il faut juste comprendre que c'est la première game et on n'est pas venu avec l'énergie qu'il faut. Mais comme j'ai dit, l'année passée, on a gagné. Ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose. Chris Boucher, Patrick, tu l'as dit, de toute façon, on est déjà revenu dessus. La suite, maintenant, pour lui, tu penses qu'il va s'installer durablement sur ce poste de 6e homme? Ou est-ce qu'avec des retours de Olynyk et tout, ça pourrait être un autre joueur, selon toi, sur la première rotation? Je pense qu'il peut garder cette place parce que Olynyk, normalement, il remplace Yak. Et puis, on sait que la stratégie du coach Darko, c'est de sortir Scottie Barnes en premier pour qu'il puisse revenir avec la deuxième unité. Donc, s'il sort Scottie Barnes en premier, je pense que c'est naturel que ce soit Chris Boucher qui entre. Ouais. Parce que, on l'a vu au premier match, s'il n'y a pas d'autres, je ne vois pas, par exemple, Brown remplacer Scottie Barnes. Si on voit poste par poste, je pense que c'est naturel que ce soit Chris Boucher qui entre en premier, donc comme 6e homme. Mais la NBA étant ce qu'elle est, on ne sait pas ce que au mois de janvier, février, ça va être autrement. Et il se peut aussi que Chris Boucher ne soit plus avec l'équipe. On ne sait pas parce qu'il est en fin de contrat et puis ça pourrait peut-être être un bon élément pour des échanges. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il est le meilleur candidat de sortir le premier en banc. Et puis, ils ont besoin de l'énergie quand même. Et c'est ça son rôle avec l'équipe. Je pense que on va s'habituer à voir Chris Boucher venir en premier et puis apporter cette énergie qu'il a apportée au match contre Cleveland. Ok, et pour terminer, Julien, un petit peu comment tu te situes par rapport à Chris Boucher? Est-ce que c'est un joueur que tu aimes bien? Est-ce que c'est un joueur qui, pour toi, rentre plus trop dans les plans des Raptors? Comment tu le vois un peu? Bon, c'est un joueur, oui, forcément qu'on aime bien. Enfin, ici, même moi, personnellement, ça reste quand même un des joueurs qui est là depuis le plus longtemps. Je pense que c'est le plus ancien Raptor actuellement. Encore présent déjà pour l'équipe du titre. Donc, voilà, c'est un joueur qu'on aime bien. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que la timeline n'est pas la même que les Raptors. Ça reste un joueur qui a de la valeur. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un premier choix de draft ou quelque chose comme ça avec lui à la trade deadline?
c'est compliqué de savoir exactement ce que les Raptors veulent en faire. Justement, on discutait avec Mike avant le match contre Cleveland, on se demandait même s'il allait jouer. Bon, au final, il était première rotation et on en est ravis. Il a apporté beaucoup de choses, mais voilà. Et puis, il faut aussi se dire, ce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas grand monde derrière aussi. Hein. Mogbo, ça paraît quand même encore un peu juste pour la NBA. Donc, je pense qu'il peut avoir son rôle, mais en fait, ça va dépendre de ce que veut le front office réellement pour la suite de l'équipe. Parfait. Ben, je pense qu'on a été assez complet. On le rappelle, hein, pour les retours sur les matchs de ce week-end, vendredi et samedi, n'hésitez pas sur Choc FM, les reportages de Patrick Bizindavi. Et si vous voulez faire un petit tour sur l'express.ca, vous aurez un petit retour sur le match. Les matchs à domicile, il faut préciser. On ne va pas faire les matchs à l'extérieur puisqu'on n'est pas présent. On n'est pas là. On n'a pas d'obligation d'accréditation pour ça. Donc, on se gardera le match de samedi pour le prochain Franco Raptors. Mais en tout cas, pour le résumé du match qui est déjà passé au moment où vous écouterez cette émission, n'hésitez pas à aller écouter sur les différents médias cités, médias francophones de Toronto. On va partir en pause et puis on va se retrouver juste après pour parler un petit peu de notre joueur camerounais Ulrich Homché et ensuite on parlera d'Impact Basketball. Allez, c'est la pause, on se retrouve juste après. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Bizindavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Nous sommes de retour avec ce joli petit passage de l'hymne camerounais en hommage à Ulrich Homché. On va pas parler très très longtemps de lui parce que il est rentré quelques minutes à la fin dans ce qu'on appelle le garbage time, même si je voudrais revenir là-dessus. Après, il n'y a pas vraiment de garbage time en NBA. Il faut prendre toutes les minutes qui sont à prendre. C'est même Darko qui l'a dit à son sujet. Il a dit c'est toute minute passée sur un terrain NBA pour Ulrich Homché, c'est une minute à prendre. C'est des minutes à prendre pour apprendre. Des minutes à prendre pour apprendre. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que tu penses de justement ce petit passage d'Ulrich? J'ai eu la chance comme à chaque match à domicile, d'arriver plus tôt. Donc, je suis allé le voir s'échauffer. Donc, il prend ça au sérieux. Et moi, je le regardais s'échauffer, je le regardais travailler avec les coachs. Et là, je me suis dit, il met tellement de sérieux à préparer le match, alors qu'il sait qu'il y a des possibilités qu'il ne va pas entrer. Ouais. Mais quand même, il a mis du sérieux. Et c'est là où j'ai compris, parce que des fois, c'est cliché de se dire, il faut toujours être prêt. Et donc, en lui, j'ai vu quelqu'un qui est déjà prêt. Il sait qu'il y a de grosses possibilités qu'il ne va pas jouer. Mais le sérieux avec lequel il a mis son échauffement, son travail avec les coachs, c'est lui-même qui est allé appeler les coachs et dire venez ici, je vais travailler ici. Donc, et là, je l'ai observé pendant une dizaine de minutes, le sérieux qu'il met dans sa préparation. Moi, je trouve que c'était bien de le voir à l'échauffement et puis d'avoir ce privilège d'arriver au match plus tôt pour voir ce qu'ils font. Et puis, c'est vrai, il a eu une minute de jeu, je ne sais pas combien de minutes il a joué vers la fin, mais il a marqué son premier panier. Et puis, toi et moi, on était parmi le peu de fans qui ont crié « Yeah !» parce qu'on venait d'être témoins de l'histoire. Son premier match officiel en NBA, donc c'était bien. Et puis le jour où il va être une grande star, toi et moi, on va se dire, oh, on était là à ses débuts. On a tout vu, mais c'était bien de le voir entrer dans le terrain. Et puis espérons que prochainement il va entrer parce que les Raptors sont tellement en avance qu'ils vont mettre, peut-être toi et moi on va jouer un jour, je ne sais pas. Mais c'était bien quand même de le voir sur le terrain et puis d'expérimenter pour la première fois un match officiel de la NBA. Ouais, c'est ça. Et, je voulais rebondir pour finir sur quelque chose qu'a dit Matt Bonner dans le Raptor Show. Il a dit, pour les joueurs qui se battent pour des minutes, il n'y a pas de garbage time. Il a dit c'est très important de se montrer à ces moments-là parce qu'en fait, il n'y a que à ces moments-là que tu peux montrer au coach que tu mérites d'être sur le terrain. Et il a cité une anecdote qui était marrante. Il disait, aux Spurs, ils ne considéraient rien comme des garbage time. Ils disaient, les joueurs qui rentrent, les remplaçants, ils ont pour mission de ramener le score le plus près possible pour que l'équipe adverse ne soit pas dans un bon rythme, qu'ils disaient, ils aient défait leurs lacets et tout ça, les stars,
pour que si l'équipe se rapproche le plus possible, les stars, Tim Duncan, Parker et tout, reviennent et remportent le match. Donc c'était intéressant d'entendre cette anecdote de Matt Bonner dans le Raptors Show. Mais il est quand même bien à l'analyse quand tu l'écoutes. C'est intéressant, il a beaucoup d'anecdotes, il rapporte beaucoup à ce qu'il a vécu. Alors peut-être pour certains auditeurs, ça va faire un petit peu trop égocentrique parce que c'est vrai qu'il ramène beaucoup à ses expériences, mais ça reste très intéressant. J'aime pas mal cette nouvelle version du Raptors Show. Julien, pour terminer, toi, comment tu vois, parce que nous, tu vois, on est à fond là-dedans, donc on regarde le moindre joueur de bout de banc, qu'est-ce que peut donner Jamal Shead, Jamison Battle, ou des trucs comme ça. Mais en tant que fan, est-ce que toi, tu t'intéresses pour l'instant à Shomché ou tu te dis, je vais voir quand il va progresser. Pour l'instant, c'est un joueur qui va être au 905, ça reste un garbage time. Là, tu l'as regardé parce que tu étais à la salle, tu n'allais pas partir avant parce que tu profites de l'instant, mais tu vois, les gens qui habitent ici sont déjà tous partis. Des fois, quand on regarde à la télé, c'est tard le matin, on se dit, vas-y, c'est bon, je regarde pas. Mais quelle est un peu ta position, ta vision sur les joueurs de bout de banc et surtout les Shomché? Alors moi, je reste un gros fan, donc même la nuit, je regarde jusqu'au bout. Après lui, c'est un rookie drafté. Il y a toujours quand même une affection particulière pour ces mecs-là. Jacoby Walter est blessé, donc en plus, donc au final, c'était notre rookie drafté à regarder sur ce match. Donc très très heureux sur son premier panier. C'est parti aussi des gens qui étaient au moment de son panier. À voir s'il arrive à gratter des minutes. On a vu que la première de Bruno Fernando, c'est pas non plus extrêmement bien passé. Donc à voir comment est-ce que ça progresse là dans la saison. Il y a des minutes à gratter. Je doute qu'il arrive à se faire une place dans la rotation, la vraie rotation habituelle. Mais pourquoi pas, il a un profil quand même intéressant, très grand. Donc je pense qu'il a quand même sa place à se faire, à voir avec les 905 après. Et puis, Ouais, a priori quand même malgré tout, on ne devrait pas le voir avec des vraies minutes NBA parce que c'est le plus jeune joueur de la draft qui arrive directement de l'académie NBA en Afrique et qui n'a pas déjà la langue, certains codes. Et nous, on nous a dit que, en fait, on lui dit tout, où se placer sur le terrain et tout ça. Donc, c'est encore très, très compliqué pour lui. Mais en tout cas, nous, on a hâte de le voir avec les 905 parce que là, ça va être vraiment le laboratoire. C'est là où il va pouvoir se développer. C'est là où on va pouvoir l'avoir en interview, Ah bah oui, je l'espère. Parce Ouais. qu'on le répète, pour l'instant, les Raptors veulent un peu le protéger de tout ça, le laisser le temps de s'habituer à la vie en Amérique du Nord, tout simplement. Donc voilà, on va rester patient, mais c'était cool de le voir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Ulrich Shomché? Oui, on attend juste comme tu le dis, on attend qu'il aille au 905. Là, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Exactement. Et puis, il sera dans le match où il y aura de la valeur dans ce qui est. Faut pas. Je suis pas en train de dire que les 2 minutes qu'il a joué, que ça n'a pas de valeur, mais là, on va vraiment le voir à l'œuvre et Bien puis sûr. il va pouvoir progresser en un temps réel du match. Donc, on a vraiment hâte de voir tout ça. On a très hâte et on a aussi hâte de t'entendre, Patrick, dans Impact Basket que je lance tout de suite. Impact Basket. Voilà, l'impact basket, c'est juste, on parle justement de l'impact du basketball dans les communautés et on a eu un très très bon exemple ce mardi, donc cette semaine, donc dans la région de North York, tout près de Jen and Finch, c'est au parc Phil Grove, c'est ça le nom, où Giants of Africa, la fondation du président des Raptors, Masai Ujiri, ont inauguré leur premier terrain à Toronto. C'est leur deuxième terrain au Canada, mais c'était leur premier terrain à Toronto, donc dans la région de Jen and Finch. Et puis ça m'a rappelé parce que je l'ai rencontré personnellement au mois de novembre 2019. Il m'avait parlé de ce projet. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai passé 1 heure avec lui. Donc en discutant sur mon projet de basket en Afrique. Et puis à la fin de notre discussion, c'est là où il m'a révélé qu'il pense faire des projets pour les jeunes d'ascendance africaine au Canada. Et c'était supposé être fait depuis longtemps, mais avec la COVID, ils ont dû reporter certains projets. Donc là, c'est une extension du travail qu'il fait en Afrique. Et donc, ce terrain-là, c'est vraiment très beau. Donc, c'est un espace dans un parc où ils ont aménagé 4 terrains. Donc, c'est un espace où il y aura 4 terrains. Bien sûr, il y a les couleurs Giants of Africa. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment de belles couleurs. Et puis, c'est un partenariat entre donc Giants of Africa, MLSI, la ville de Toronto et le collège George Brown. Donc c'est vraiment, il a amené plusieurs partenaires sur la table
pour pouvoir construire ce terrain-là dans une communauté qui en a besoin. Jane Finch, c'est une communauté où il y a beaucoup de jeunes et surtout des jeunes d'ascendance africaine. Et donc, ce terrain-là sera vraiment un terrain où les jeunes vont pouvoir venir se rassembler. Il y a même beaucoup d'écoles autour. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, oui, je fais des reportages au niveau de basketball, mais à la base, j'étais joueur, j'étais entraîneur, j'étais encadreur de jeunes. Et je sais qu'en terrain de basket, dans une communauté, ça va faire une grosse différence. Quand j'étais là, justement, mardi, il y avait un reporter de Radio-Canada qui m'a posé justement certaines questions par rapport à ça. Et je lui ai dit que ça me parle. Parce que j'étais entraîneur de basketball au Burundi, mais à la base, quand on a commencé à entraîner, c'était pas pour gagner des matchs, c'était pas pour aller faire jouer des championnats autour de l'Afrique, ce qu'on a fait éventuellement. Mais au départ, le Burundi à l'époque, c'était un pays en guerre où les élèves n'allaient pas à l'école, certains jeunes partaient dans la drogue, et on s'est dit, on va encadrer les jeunes du quartier par le basketball, pour éviter qu'ils aillent dans la drogue, pour les occuper. C'était juste ça. Mais on ne pensait pas que 7 ans plus tard, on allait gagner 15 trophées, qu'on allait gagner au Congo, au Rwanda et tout. Et là, quand j'ai vu le terrain que Giants of Africa a mis, ça m'a parlé parce que je sais qu'il y aura des jeunes qui vont venir jouer jusqu'à des heures avancées de la soirée. Et quand ils sont en train de jouer, c'est du temps où ils pourraient faire de n'importe quoi. Donc, les parents sont chanceux d'avoir un terrain dans leur communauté. Eh bien, qui de mieux de le faire que Giants of Africa, qui a fait énormément de projets en Afrique et que Masai et donc, les Raptors veulent étendre le travail dans les communautés. C'était vraiment extraordinaire d'être là, de le voir. Et puis Masai qui m'a vu, il est venu me saluer. Donc c'était vraiment très bien d'être là. Et puis j'ai eu le temps de discuter avec Mélanie, qui est vraiment dans le four et moulin avec Giants of Africa sur la signification de ce terrain, de ce projet. Donc on va bien écouter Mélanie. On écoute Mélanie Dana et n'hésitez pas à aller regarder la version vidéo parce que vous allez voir de vos propres yeux tout ce que Patrick a décrit. C'est quelques minutes. Alors nous sommes ici au parc avec l'inauguration de ce terrain de Giants of Africa. Parle-nous de ce projet. C'est le premier à Toronto. Parle-nous un peu de la genèse de ce projet. Oui, effectivement, c'est le premier terrain de basketball que nous inaugurons à Toronto. C'est le deuxième au Canada. On a fait un terrain de basket à Edmonton l'année dernière. Pour nous, c'est un honneur. C'est la maison de pouvoir faire un terrain de basket. C'est vraiment une extension de ce que Giants of Africa fait en Afrique. Et là, on sentait qu'il y a un besoin forcément. On veut faire en sorte que la diaspora africaine puisse aussi bénéficier d'infrastructures de qualité. Et donc, du coup, c'est vraiment un honneur de venir ici dans le quartier Jane Finch au parc Fairgrove. Et justement, que sera l'impact selon toi d'avoir un terrain dans cette communauté de Jane Finch avec un bon nombre de jeunes qui sont ici? Oui, alors on a remarqué justement l'enthousiasme. Donc ça fait quelques mois qu'on travaille sur le projet et puis avec beaucoup de gens qui sont beaucoup de curieux qui viennent, qui disent quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser le terrain. On sait qu'il y a un énorme besoin. On a travaillé avec la communauté pendant des mois justement sur ce projet pour savoir quel allait être l'impact. Il y a énormément de jeunes basketteurs, on peut le voir là aujourd'hui, il y a énormément de jeunes basketteurs de talent qui veulent justement pouvoir profiter et développer leur jeu. Donc là, le fait d'avoir un terrain qui est vraiment taille FIBA et puis 2 autres terrains, ça va pouvoir permettre d'avoir des jeunes jouer vraiment des jeux et en même temps développer sur les autres petits terrains. Le plus gros du travail de Giants of Africa, c'est sur le continent africain, avec justement l'ambition de bâtir 100 terrains sur le continent. Alors, où en est le projet? Alors, on est à 33 terrains. On a inauguré le 32e et le 33e la semaine dernière au Burkina Faso et au Maroc. Donc oui, effectivement, on a encore une longue route pour atteindre les 100, mais vraiment ça va très très bien. Il y a énormément de pays qui sont intéressés. Beaucoup veulent des infrastructures. Les gens commencent à voir un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, et également les médias qui relayent énormément le travail de Giants of Africa. Et on est vraiment excités. Pour l'instant, on est allé dans 10 pays et c'est vraiment encore que le début. Et personnellement, tu es impliqué avec Giants of Africa. Quelle est ton expérience? Comment vis-tu justement cette expérience, non seulement de travailler avec Masai, mais d'être sur le continent, de voir l'impact sur le terrain de ce que vous faites?
Je pense que c'est vraiment ce qui est valorisant dans le métier, c'est justement de voir l'impact dans les communautés, de pouvoir être sur le terrain. C'est vrai que je voyage énormément et j'ai l'opportunité, vraiment la chance de pouvoir aller en Afrique, de visiter énormément de pays, de rencontrer énormément de personnes et de voir vraiment le bien que ça leur fait d'avoir un terrain de qualité, de voir des gens qui pensent à eux et qui veulent justement leur offrir des infrastructures qui sont les mêmes que ce qu'on peut avoir en Amérique du Nord. Je pense que c'est vraiment tout ce qui fait que j'adore ce travail. Et comment vois-tu Giants of Africa d'ici 10 ans? Alors d'ici 10 ans, je pense qu'on aura, c'est sûr, on aura déjà fini les 100 terrains d'ici 10 ans. Et je pense qu'on va juste travailler sur encore d'autres problématiques parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire sur le continent africain. La population est grandissante, la jeunesse c'est vraiment ce qui est le cœur et c'est la richesse de l'Afrique. Donc on aura toujours, si c'est pas des terrains, ça peut être des programmes justement pour aider le développement personnel de ces jeunes et faire d'eux des leaders et toujours en utilisant le basketball comme une sorte d'outil pour pouvoir les amener à ces programmes. Merci. Et voilà, on vous invite vraiment à aller regarder la version vidéo, c'est vraiment sympa. Patrick, Masai Ujiri aussi a parlé lors de cette inauguration. Qu'est-ce qu'il nous a dit de beau? Oui, après donc l'inauguration, Masai a pu intervenir en conférence de presse. Justement, on lui a posé la question par rapport à la signification de son projet et puis à Toronto. Et puis il a indiqué que Toronto, c'est chez lui. Il est chez lui, ses enfants sont nés ici. Et puis quand il parlait aux journalistes qui étaient là, sa femme l'a surpris. Donc elle était dans le quartier. Et puis elle est venue voir les cérémonies. Et puis Masai a précisé que son épouse était dans le quartier pour acheter de la nourriture africaine. Donc il y a pas mal de magasins africains autour du terrain. Donc pour avoir ce terrain pour la communauté de descendance africaine, c'était vraiment le bon choix de terrain. Mais aussi il a bien sûr remercié tous les partenaires qui sont venus. Et pour lui, ce projet représente ce que représente le sport justement, c'est vraiment de mettre les gens ensemble. Il a parler du sport en général comme agent rassembleur des gens. Il a dit même les pays qui sont en train de se battre, s'il y a un ballon qui est là, les gens oublient de se battre pour aller jouer. Donc c'est ça qu'il veut faire, comme utiliser le sport, le basketball comme agent rassembleur. Et puis il a dit que il est sur terre pour faire ça. Donc c'est sa mission sur terre, de vraiment apporter les gens ensemble par le biais du sport, précisément le basketball. C'était vraiment bien à voir. Et puis j'ai eu le temps de discuter un peu avec Olivia Chow, le maire de Toronto, qui a dit elle-même qu'elle a joué au basket ses premiers jours à Toronto. Elle a immigré. Elle est très drôle. Olivia Chow, elle est très drôle. Elle s'est adressée aux jeunes. Et puis elle disait que quand elle est arrivée à Hong Kong, elle a joué au basket. Quand elle était adolescente, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas la taille qu'il fallait pour pouvoir continuer. Donc, elle a abandonné, mais elle a vraiment encouragé les jeunes à pouvoir utiliser ces terrains et puis être impliqués dans le sport. Et c'était bien de voir vraiment, de voir ces cérémonies. Et après, il y a eu quelques matchs, un petit clinique de basketball avec le coach, notre ami Justin, et d'autres coachs de Giants of Africa, avec des jeunes du quartier. C'était vraiment beau à voir. Et puis, moi, j'aime dire que le basketball, c'est ma religion. Moi j'y crois, et puis je sais que ce terrain-là, comme le dit Masai, ça va avoir un impact énorme dans cette communauté-là. Et j'espère qu'il y aura plusieurs de la sorte dans la ville et partout au Canada. Super. Julien, de ton côté, est-ce que tu étais un peu au fait de ce que fait Giants of Africa? Est-ce qu'on t'a appris des choses? Ça serait cool. Et qu'est-ce que tu en penses un petit peu? C'est justement ce que je suis en train de me dire. Comme un vrai fan qui écoute votre émission, j'ai appris pas mal de choses. C'est un programme qu'on avait vu, qu'on voyait un petit peu de loin, qui est porté par Masai Ujiri. Donc quand tu es un petit peu dans les réseaux de fans des Raptors, même en France, on en entend parler. C'est vraiment une initiative qui est géniale, qui va permettre de développer le basket et de développer même de manière générale en Afrique. Moi, je mettais un peu ça en parallèle avec NBA Africa. Bon, visiblement, ça reste quand même deux choses assez séparées, mais voilà, moi, dans ma tête, c'était quand même assez lié. Les deux étant portés quand même un petit peu par Masai Ujiri, qui est assez impliqué dans les deux. Donc voilà, c'est une très bonne initiative, et je pense qu'il faudrait plus de choses comme ça, même un petit peu partout, même aux États-Unis, voire en Europe. Ouais, parce que c'est vrai que
Giants of Africa, c'est sur tout le continent. Mélanie l'a dit dans l'interview, ils en sont à 33 terrains. L'objectif, c'est d'en faire 100. Donc, il y a encore du travail, mais c'est grandissant. Est-ce que pour terminer, Patrick, tu peux en dire plus sur ce que c'est vraiment Giants of Africa et l'objectif à terme? C'est vrai que c'est non seulement de développer des terrains, mais comme l'a dit Julien, l'objectif, il est social avant tout. Parce qu'on sait que surtout les joueurs qui passent par Giants of Africa ou par les camps de NBA Africa, il y en a très peu qui vont devenir pros, mais tous les autres, ils apprennent quelque chose sur la vie en fait. Oui. Et c'est plus que le basket. Pour Masai Ujiri, au départ, il passe par le basket, mais il enseigne beaucoup plus. Donc, quand tu le suis, il parle de communauté, il parle de bien respecter la femme, nos sœurs, nos mères. Donc, il va au-delà du basketball. Et il a commencé au Nigeria, donc son pays d'origine. Il n'avait pas assez de moyens il y a 20 ans quand il a commencé. Maintenant, il est dans plus de 18 pays. Là, il est à 33 terrains. Et donc, l'année passée, au Rwanda, il a fait son premier festival où il a amené tous les pays impliqués dans le Giants of Africa dans un même pays. Et le festival a rassemblé plus de 250 jeunes venus de tous les coins de l'Afrique. Et au-delà du terrain de basket, lui-même, il le dit quand il parle aux jeunes, il va leur dire, vous n'allez pas nécessairement être des joueurs professionnels, mais vous allez être de bons médecins, vous allez être de bons avocats, vous allez être de bons mécaniciens et de servir vos communautés. Parce que lui, il prône d'abord le développement personnel. Donc, le jeune qui vient dans son cas, oui, il va jouer, mais elle va apprendre beaucoup plus. Et moi, le tournant où j'ai vu vraiment son impact côté basketball, c'est quand ils ont amené Precious Achiuwa à Toronto. Parce que lui, c'est un produit de Giants of Africa. Il a été dans le camp de Masai Ujiri au Nigeria, et puis de le voir jouer à NBA d'abord, et puis être à Toronto. Je me rappelle, Masai, il disait « You are mine, you are mine ». Donc ça c'était vraiment bon de voir. Et puis plus tard, comme a dit Julien, il y a eu la Ligue donc africaine, où on voit le premier joueur africain qui vient du continent, donc à NBA, et il est aux Raptors. Donc le Camerounais Chomche. Donc c'est une belle histoire. Je pense que Masai, c'est un des figures, les personnes les plus influentes sur le continent côté sport et social. Et bien sûr, il y a aussi un volet business. Parce que Masai lui-même, il le dit, il y a un business du sport qui n'est pas... il y a un potentiel énorme en Afrique qui n'est pas encore exploité. Donc il est en train de prôner ça. Et puis même... les gens qui sont sortis de Giants of Africa, il y a ceux qui sont de bons musiciens, qui font des spectacles. Ils sont en train de rassembler les gens qui ont fait partie du camp et qui sont partis faire une différence dans leur vie pour voir ce qu'ils sont devenus. Donc c'est énorme ce qu'il est en train de faire sur le continent et puis à Toronto aussi. On va terminer sur ces belles paroles. Encore un magnifique volet Impact Basket cette semaine avec Patrick Bizindavi. On va se laisser là-dessus. On va remercier tous les auditeurs de nous suivre. On va faire le rappel habituel. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube de Choc FM. On a envie de la faire grandir. Et des petites nouveautés depuis la reprise. On a désormais également un Twitter, un X comme on dit. On a un Instagram, un TikTok et même pour les plus anciens d'entre vous, un Facebook. Donc, on va poster des petites vidéos par-ci, par-là. Vous aurez des extraits des émissions et plein de choses. On va essayer de réserver à ces médias sociaux-là aussi parfois des trucs un peu inédits que je ne posterai pas sur mes réseaux à moi, que Patrick ne postera pas sur ses réseaux à lui. Donc, allez-y, foncez, allez vous abonner. Ça serait bien de les voir grandir. On va remercier Julien. Merci de l'invitation. Tu es notre premier ambassadeur maintenant en France. J'espère pouvoir revenir surtout. Ouais. Ça serait génial. Quelle est la fin du séjour pour toi? C'est jusque quand? Et quels sont encore les matchs au programme? Je reste encore jusque mardi soir, donc j'aurai la chance d'être au match de Philadelphie ce soir et de contre Denver lundi soir. Voilà, ça fera 3 au total, ça sera un bon total. Et puis tu as eu l'occasion de faire d'autres choses aussi. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Je crois que tu es allé voir un match des Maple Leafs. J'ai vu les Maple Leafs hier qui ont sacrément perdu aussi comme les Raptors. Visiblement, il ne faut pas que je reste trop longtemps. Mais voilà, et puis, sinon le reste visite, tranquille. Il y a la météo donc c'est sympa. Et bien tombé, il est venu juste dans la semaine où il commence à refaire beau. Donc c'est un peu une chance pour lui, même si ce matin le froid a fait son retour. Donc
On peut pas tout avoir non plus, hein, ça va pas être toute la journée, on est à Toronto quand même. C'est ça. Au mois de novembre bientôt. Donc voilà, merci en tout cas à tous. Merci à toi Patrick. Merci Mike. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! let's go Raptors!